Merci pour la parole que vous m'accordez, chers amis. Le protocole doit souffrir en certaines circonstances d'être un peu chahuté, hein? Il n'y a pas de problème. On est entre nous. Henri Ossebi, universitaire. J'ai fait mes études à Paris, enfant de Poto-Poto. Enfant de Poto-Poto, bourgade cosmopolite de Brazzaville, d'où est parti l'un des pères fondateurs de la rumba, Paul Kamba. Paul Kamba a créé en 1930 un groupe qui s'appelle Bonne Espérance. La suite, il y a plein de travaux qui ont commenté, tous les travaux qui ont fait la chronologie de la naissance des orchestres peuvent mieux vous renseigner que moi en 5 minutes sur toute la généalogie de la rumba. Mais il y a des noms qui sont des noms emblématiques, il y a des dates qui sont des dates carrefour, et je voudrais modestement, parce que nous n'avons pas le temps, ce n'est pas l'objet de la soirée, vous renvoyer à des auteurs comme Marcel Lono, comme Sylvain Bemba, qui a écrit les 50 ans de musique du Congo et du Zaïre, Amanda Tchegwa, qu'on ne présente plus, à mon jeune frère qui vient de nous quitter, qui est de Brazzaville, Mfoumo Diatisiasia, à Didier Moumengi, à plein d'autres, José Dolani, que je ne cite pas parce qu'il est à côté de moi, mais d'un point, Clément Sinandé, bien entendu. Donc, tous ces travaux cumulés peuvent se contredire, mais ils vont tous dans le même sens. Il y a un point de départ jusqu'à ce jour. Et je voudrais donc, de ce côté-là, faire l'économie de ça et ne pas insister. Moi, je suis sociologue de formation, anthropologue. J'ai fait mes études ici, j'ai terminé mon doctorat avec Georges Balandier, je suis rentré au Congo, j'enseignais à l'université, j'ai occupé des charges d'État, et aujourd'hui, ces charges-là me conduisent à être l'ambassadeur de mon pays à l'UNESCO. À l'UNESCO, actuellement, la RDC n'a pas encore de ambassadeur en poste. L'ancien a été rappelé, le nouveau n'a pas encore pris ses fonctions. Et j'ai la lourde charge de porter sur mes frêles épaules ce dossier de candidature présenté par nos deux pays conjointement dans une même écriture pour que la rumba congolaise accède à la visibilité internationale en devenant élément du patrimoine immatériel de l'humanité. Bravo, bravo. Lorsque deux pays, au plus haut niveau, et nous pensons agir là pratiquement sur instruction, prennent la responsabilité d'une telle candidature, ils prennent le risque de réussir, bien sûr, mais aussi d'échouer. Et pour qu'ils n'échouent pas, il faut que le dossier soit consistant. Parce que ceux qui vont évaluer le dossier ne sont pas forcément des africanistes, ne sont pas forcément des musicologues au courant de ce qui se passe en Afrique, qui connaissent aujourd'hui la musique africaine, ce que l'on met dans les bacs sous le label Musique du Monde, mais qui ne connaissent pas forcément qui a été des Wayon, qui était Bowané, quelle est l'influence de Papa Wemba, et ainsi de suite. Donc la circulation commerciale de la rumba aujourd'hui dans le monde est à la fois une bonne chose, mais aussi un facteur d'écrasement de toutes les valeurs que peut porter cette musique par le fait qu'il y a des standards internationaux qui sont aujourd'hui portés par de jeunes gens que vous connaissez, qui sont dans le showbiz, parce que c'est devenu une profession lucrative, les Koffi Olomide, les Fally Ipupa, et ainsi de suite. Mais tout cela a un fond, a un background, a une identité d'origine. Et cette identité n'est pas seulement affaire d'historiens, elle est affaire de recherche interdisciplinaire et transdisciplinaire. Moi, je participe un peu à ma manière à cette étude, à cette réflexion sur le fond de la rumba, non pas en tant qu'ensemble de sons, mais en tant que fait social. Si on s'intéresse à la rumba, dans son enracinement dans les villes d'où elle est née, dans les cultures d'où elle est venue, on va s'apercevoir que, au même titre que le reggae jamaïcain, au même titre que le son cubain ou la rumba cubaine, que le merengue de Saint-Domingue, que le tango argentin, c'est une musique populaire de variété
sortie des villes, mais qui a quelque chose à voir avec ses terroirs d'origine. Et si elle a à voir avec ses terroirs d'origine, elle a forcément quelque chose à voir avec l'histoire tumultueuse de ces terroirs d'origine. Parce que la mère, la matrice, c'est l'Afrique. Et c'est l'esclavage qui a conduit culturellement les peuples arrachés aux terres africaines à aller vers les îles et à donner naissance par des métissages sonores, par des influences diverses à tout ce que l'on a aujourd'hui comme sonorité venant de la Caraïbe, la piguine, le zouk, le compas, le merengue, la plena, jusqu'au Pérou, en Colombie, etc. etc. Voilà en résumé, en quelques mots, le pourquoi de l'intérêt de cette candidature. La rumba cubaine, elle a été élevée au statut du patrimoine international de l'UNESCO depuis 2016. Depuis 2016. Nous, on est candidats depuis 2 ans. Le jury se réunit à Colombo, au Sri Lanka, au mois de décembre prochain. Nous nous préparons à y aller. Mais il faut qu'on se prépare avec des arguments parce que ce sera un grand oral. On va nous demander, qu'est-ce qui nous dit que cette rumba-là se perpétue? Question importante. Armando est là, les chanteurs sont là, mais les jeunes générations, qu'est-ce qui nous dit que derrière, les gosses de 3 et 4 ans savent chanter Rochero? Qu'est-ce qui nous garantit que demain, ils pourront chanter Parafifi? Si les États n'ont pas des politiques publiques dans lesquelles elles incorporent l'apprentissage au même titre que l'on apprend à lire et à écrire. Ce qui est le cas dans notre pays. La question m'a été posée à propos de Cuba. Je vais sauter, je vais enjamber. Tout à l'heure, on a la discussion. Mais je ne vais pas paraître trop académique. Ce n'est pas le lieu, mais il faut essayer de délayer un peu. À Cuba, vous avez une rumba. La rumba cubaine, elle se décline sous 3 formes. La columbia, le guaguanco et le yambou. Si vous mettez un Cubain en Afrique pour danser notre rumba, tel qu'on l'écoute, tel qu'on l'a, vous pourrez le faire danser. Mais vous prenez un Congolais, vous l'amenez à Cuba, vous lui demandez de danser le yambou, la columbia ou le guaguanco, il ne va pas y arriver. Donc il y a un problème. L'origine est africaine, mais la transposition n'a pas impliqué automatiquement que, arrivé à Cuba, ça revienne chez nous sous cette forme-là. Il y a une histoire, il y a une trame. Les historiens disent, rumba, ça vient de Nkumba. Nkumba, c'est un mot en langue congo qui veut dire le nombril. Donc, selon cette hypothèse, qui est reprise par un certain nombre de gens, par difficulté dans la phonétique articulatoire de l'espagnol n'a pas, d'après ces historiens, le son nke. Ce qui expliquerait que nke soit devenu r. Moi, je doute un peu. Je me permets de douter un peu parce que je fais un peu d'espagnol et je sais qu'en espagnol, il y a des mots comme macumba, la tumba, sandunga, sandunguear, tumbear. Ce qui veut dire que ce n'est pas un simple problème de phonétique articulatoire. Le problème est ailleurs. Quand on a mené les esclaves aux îles, ils ne sont pas partis avec des instruments de musique. Ils sont partis la tête pleine de souvenirs et de culture. Forcément, sur place, il fallait qu'ils recréent des éléments qui les rattachaient à leurs origines. Donc, ils ont dû fabriquer sur place des instruments à percussion, à friction, etc., et qui ont fait que cette culture-là puisse revivre. Ce qui fait que la rumba cubaine est, à l'origine, et jusqu'à présent, considérée comme étant un des éléments constitutifs de la fête. Rumbea, à cubain, ça veut dire faire la fête. Comme chez nous, Kobina Malinga, ça veut dire faire la fête. Malinga, c'est une transcription de Maringa, les anciennes danses que nous avions à l'époque, comme le kebo, comme les ebola, comme ceci et cela. Donc nous ne sommes pas partis de rien, ils ont amené à Cuba, et à Cuba, ça a été votre travail. C'est revenu chez nous sans doute, mais comment? C'est revenu chez nous par l'intermédiaire des canaux de diffusion de la musique moderne dans le cadre de la mondialisation des sonorités. C'est la mondialisation des sonorités à travers les GV, grands vocalistes, les disques de la firme EMI, les 78 tours, qui arrivent en Afrique par les navires, qui transportent des marins jusqu'aux côtes de chez nous. C'est diffusé dans les t-shirts par les Grecs, les Géronidis, les Papanikolaou, ainsi de suite. Et les orchestres, il y a une formation de l'écoute du grand public, notamment relayée par les radios coloniales, Radio Congo-Belge pour les Africains à Kinshasa, qui remplace Radio Congolia. Chez nous, à Brazzaville, Radio Brazzaville, qui en 1943 rentre transéquatoriale, parce qu'on est en pleine guerre.
Et la colonisation donne à Brazzaville un émetteur très important de 43 kW qui peut diffuser dans toute l'Afrique. Mais en Afrique, déjà, vous avez l'influence de nos parents d'Afrique de l'Ouest, ce qu'on appelle les Coastmen, les Ghanéens, les Nigérians, les Popos, qui créent l'association qui s'appelle le Kamdato. Eux, ils nous amènent des sonorités, des rythmes qui viennent de l'Afrique avec des sonorités anglophones, mais qui, en termes de rythmique, sont plus proches de notre culture que le reste. Du coup, lorsqu'on se retrouve dans la phase de l'entre-deux-guerres, nous sommes autour de 1920-1930, Brazzaville et Kinshasa, Brazzaville et Léopoldville à l'époque, ne sont pas encore des villes. Ce sont des campements de travail. Parce que ce ne sont pas des villes qui se sont construites à partir d'une dynamique propre. C'est des villes qui se sont créées à partir de l'exode rural. C'est l'économie coloniale qui crée les villes. Et les gens viennent dans les villes pour chercher du travail. Et quand ils viennent chercher du travail, ils sont parqués. Ils sont dans les quartiers entre indigènes parce que les Africains aiment la danse, les Africains aiment le tam-tam et les Blancs n'aiment pas le bruit. Les Blancs n'aiment pas les moustiques. Donc, pour leur permettre de pouvoir retrouver leur culture, on les parque et on leur donne des prescriptions pour qu'ils ne jouent qu'à certaines heures. Le samedi de préférence, le dimanche de préférence. Et c'est le bruit des tam-tams qui gêne les Blancs, qui conduit les nôtres à se regrouper d'abord sur la base des affinités culturelles. Bana Boma, Bana Matadi, les enfants de ceci, ils rejouent les tam-tams avec les patengues, avec des instruments mutuels, avec des instruments même rudimentaires. Même la main, le clapping. Taper les mains comme ça. C'est une sonorité musicale, absolument. La clave. Je vais y arriver. Je vais y arriver. J'ai fait le tempo de la clave et là, tu as remarqué. Donc là-dessus, vous allez vous apercevoir que on passera progressivement de l'écoute, parce que les radios veulent contrôler un peu les consciences de ces Africains. Ils sont nombreux. Demain, ils peuvent constituer une menace. Alors, pour bien les tenir, il faut leur faire passer ce qu'on veut bien qu'ils écoutent. Pour qu'on fasse bien ce qu'ils veulent écouter, on leur fait passer des émissions en Lingala, en Swahili, en Kituba, en Kikongo, et voire même en Kinyarwanda. On avait même de ce qu'on appelait les publics adresses, donc des bus sur lesquels il y avait des haut-parleurs qui s'arrêtaient dans les quartiers pour diffuser de la musique et faire en sorte que petit à petit, l'on adhère à ce genre de sonorité. Ici en Europe, dans l'entre-deux-guerres, dans la belle époque, ce qu'on appelait la belle époque, vous avez un phénomène d'exotisme qui prend progressivement la place dans les consciences parce que le typique est à la mode. Et il y a un événement important, c'est la création de la chanson par Moïse et Simon qui s'appelle El Manicero. C'est El Manicero, le vendeur de cacahuètes, qui prend un succès fou. Mistinguett chante ça, ça passe au cinéma, Carmen Miranda chante ça. Et les orchestres cubains qui viennent en Europe sont très adulés et les gens saisissent l'occasion de ce marché pour faire en sorte que l'on édite des 33 tours uniquement consacrés à la musique cubaine, les fameux GV des grands vocalistes. Et c'est là-dedans que les artistes cubains, pour répondre à la question de mon frère de tout à l'heure, Abelardo Barroso, Arsenio Rodriguez, Benny Moré, le trio Mataramos, le sextet habanero, font rentrer dans les oreilles des Congolais beaucoup de choses qui complètent l'organologie que nous avions, mais qui sont des intrants que nous n'avions pas auparavant. Et dans ces intrants, il y a le tempo du son cubain à travers la clave. La clave, c'est les deux morceaux de bois, l'un femelle, l'autre masculin, que l'on tape l'un contre l'autre sous un tempo qui peut être accéléré, qui peut être ralenti sous la rythmique 3, 2. Toute la métronomie de la rumba, que vous ralentissiez cette cadence ou pas, se résume à ce tempo. Et vous le retrouvez dans toutes les déclinaisons possibles des danses des îles. Dans le merengue, vous pouvez le retrouver. Dans le calypso, vous le retrouvez. Dans la biguine, vous le retrouvez. Dans la tchap, bien entendu. Donc, toutes ces choses-là, il faut quand même féliciter les Africains parce qu'ils ne sont pas des musiciens professionnels, ils ne savent pas lire des partitions, mais ils savent écouter et reproduire. C'est de là que c'est parti. Quand vous réécoutez les premiers enregistrements, d'après les recherches que nous avons faites,
que nous sommes nombreux à avoir fait. Les premiers enregistrements ne portent même pas le label rumba. Le premier enregistrement de la rumba, sauf erreur de ma part, et je suis modeste, date de 1946. C'est un enregistrement aux éditions Olympia d'une chanson exécutée par un groupe qui s'appelle Odéon Quinoa. Absolument. Donc, Njolani pourra me compléter tout à l'heure. Et donc, c'est sous l'influence de la circulation des influences sonores dans le monde que petit à petit, on en est arrivé à incorporer des instruments qui peu à peu, de la proto-rumba jusqu'aux années 50, avec la création des nouveaux orchestres, vont faire reconnaître maintenant que les orchestres vont s'implanter. À ce moment-là, nous sommes dans la phase entre la fin de la Deuxième Guerre mondiale et 1960 à peu près, qu'on peut encore scinder pour les besoins de recherche, apparaissent sur le marché des entrepreneurs qui sentent que là, il y a quelque chose à faire. C'est les Grecs. Les Grecs vivent dans les quartiers populaires, ont des échoppes dans les quartiers populaires, autant que possible parlent lingala, et ce sont les premiers à fabriquer en Afrique les premières maisons d'édition qui font passer de l'empirisme à l'industrialisation de l'activité musicale. Les écuries musicales naissent des Grecs. Papa Dimitriou, Géronidis, Antonopoulos et Benatar. Pour les éditions Ngoma, Loningisa, Essengo et Opika. CEFA. CEFA est créé par Bill Alexandre. CEFA voulant dire comptoir d'édition du folklore africain. Et M. Pétris. Voyez-vous? Donc, c'est lorsque ces industriels captent la demande populaire, arrivent à la mettre sur le marché, qu'ils constituent à ce moment-là les premières étapes de la professionnalisation des orchestres. Et l'on devient donc écurie Loningisa, Bana Loningisa, Bana Opika, donc les enfants d'eux, les enfants. Les appellations Opika, Loningisa et Sengo Ngoma ont toutes des significations dans les langues locales. Hein. Ngoma veut dire le tam-tam, Loningisa ça veut dire agiter, secouer, et Sengo ça veut dire la joie, Opika ça veut dire il faut te soucher. Bref, ils attaquent bien le marché en faisant bien des études de marché et ils sont disponibles. J'ajoute à cela l'influence d'un instrument important qui est le phonographe. Le gramophone à pédale. Donc le phono. Et c'est donc, sur le marché, vous avez des GV qui arrivent, ne peuvent y accéder que des gens qui ont quelques moyens pour le faire, mais la radio vous permet d'écouter et de reproduire, mais en même temps, sur le gramophone, vous pouvez vous aussi vous procurer les possibilités. Donc, du coup, ceux qui sont dans ces écuries font des chansons, le papa de Nono, d'autres, ainsi de suite, et les diffusent dans les marchés et deviennent populaires. En contrepartie de quoi? Ils accèdent à une certaine aisance sociale. Et Sengo leur achète des Vespa, offre des ceci, salarie les gens, et professionnellement, ça devient petit à petit un corps de métier urbain, et qui devient petit à petit l'embryon des orchestres de musique que nous avons vus, et dont l'éclosion va connaître une flambée à la veille des indépendances, avec la création de l'Ok Jazz en 1956, de l'Afrique Jazz de Calais. C'est pour ça qu'on lui dit père de la musique moderne, parce que l'Afrique Jazz de 1953. Mais Kabasele lui-même, il est venu d'une écurie. Kabasele a travaillé avec Doula, Kabasele a travaillé avec Boani, Kabasele a subi les influences de Jimmy. Les gens de Brazzaville, il faut en dire un mot quand même. N'est-ce pas? Sinon on va me le reprocher, n'est-ce pas? Les gens de Brazzaville, qu'est-ce qu'eux ils font? Les gens de Brazzaville, Paul Kamba est admiré par Wendo. Paul Kamba lui-même est marié à une dame qui se trouve être la nièce de Dadé Mopele, qui est le fondateur de Victoria Brazza. Et donc Dadé et Paul Kamba captivent l'oreille de Wendo, qui traverse souvent pour venir à Brazzaville. Et c'est à ce moment-là que Brazzaville, n'ayant pas d'industrie, c'est Kinshasa qui attire naturellement les musiciens de Brazzaville vers Kinshasa. Les Joseph Kaba, tous les groupes comme Albert Loboko, et j'en passe. Ce serait trop long. Mais enfin, il y a une captivation parce que les deux villes sont les deux villes au monde les plus rapprochées, comme vous le savez. Et les activités de Kinshasa, qui étaient soumises à un contrôle très strict de la part des Belges, trouvaient un exutoire à Brazzaville. Par exemple,
À Kinshasa, il y avait le couvre-feu de 19h jusqu'à 21h. Le samedi, c'était interdit de faire la musique à partir d'une certaine heure. Il fallait que les gens viennent à Brazzaville pour faire un peu l'ambiance. Et les bars sont nés dans ce contexte-là. Les bars, en tant que bars dancing à ciel ouvert, où la gestion du temps social, en dehors du moment du travail, incorpore désormais le temps des loisirs. Et dans le temps des loisirs, vous avez maintenant la prestation des orchestres. Donc on s'habille, messieurs et dames, pour aller danser. Vamos al baile, comme on dit à Cuba. Donc, en tout cas, Kangali Putato Kenemaliga, vous connaissez la chanson Baya Baya. C'est ça que ça veut dire. Voyez-vous. Donc, vous voyez bien que ce n'est pas rien. Il y a la prise de parole des indigènes dans des contextes coloniaux et la musique apparaît comme une espèce de voie d'expression de l'identité des indigènes dans ce contexte-là, sans parti pris pour les péjoratifs. Et puis par la suite, bon, dès que c'est parti, on a l'indépendance tchatcha, qui est une borne très importante, sur laquelle on pourra revenir, dans laquelle Lumumba joue un rôle très important, en tant que précepteur, en tant que, j'allais dire, quelqu'un qui avait le sens de la prospective, de ce que pouvait représenter au moment de la table ronde, la présence identitaire de notre musique, parce que ça devait accompagner leur action. C'est pour cela que j'ai fait venir ici, je vous demande d'applaudir encore ce garçon. Va, lève-toi, lève-toi, va, lève-toi. Voilà. Ce jeune Belge, sorti de l'anonymat, assieds-toi, Bart. Je lui ai demandé de venir à Paris témoigner ici, parce que demain nous aurons besoin de collectionneurs comme lui. Des gens qui sont capables de conserver jalousement les supports, les scientifiques diraient les corpus, sur lesquels on peut travailler encore sur la mélodie, les voix, l'orchestration, et ainsi de suite, ainsi de suite. Sans ça, il n'y a plus rien, parce que les CD sont en train de sortir du marché, les vinyles n'en parlons même plus, tout le monde est dans le streaming, tout le monde est sur YouTube, et ainsi de suite. Et donc des collectionneurs comme cela, comme beaucoup d'entre nous ici, qui ont mon âge, moi j'ai 70 ans, je ne l'ai fait peut-être pas, mais je ne suis plus un jeune garçon, hein, voyez-vous. Bon, donc ceux d'entre nous qui ont encore ces vinyles-là, doivent les conserver impérativement. C'est presque une mission de salut public. Parce que demain, si la rumba est inscrite au patrimoine, on aura besoin d'aller visiter nos pays pour savoir où est stockée l'histoire de la rumba. Quels sont les supports qui permettent d'accéder à l'histoire de la rumba? Comment les jeunes générations s'approprient-ils et pérennisent-ils la rumba? Donc tous ces facteurs-là font que les collectionneurs que nous sommes, mais aussi les témoignages des acteurs. Le frère peut parler, mon frère là peut parler de Lumumba. Un autre peut parler de ceci. Ngoma, les éditions Ngoma, qui ont été créées par le grec Jérômidis. Mais Ngoma avait tout un réseau de diffusion qui a fait que la rumba congolaise, à partir de ce qu'il y en avait, soit diffusée dans toute l'Afrique. La radio l'a relayée. Ce qui explique que la rumba africaine, la rumba congolaise est devenue presque un mode transversal de musique. Je termine sur un point. Dans le processus d'appropriation, on peut distinguer 3 étapes. Je saute. La première étape, c'est l'étape au cours de laquelle nos musiciens sont plus ou moins des perroquets, sans parti pris péjoratif. C'est-à-dire qu'ils essaient de répéter du pareil au même ce qu'ils entendent. C'est de bonne guerre, c'est l'apprentissage. On apprend à parler comme ça. À l'enfant, c'est de la même manière. Après, on corrige. Et donc, dans cette étape, vous allez trouver, dans les rumbas de chez nous, 2 influences. 1, la mode qui consiste à vouloir un peu s'aligner sur les canons noirs américains. D'où la floraison des orchestres avec l'adjectif jazz. African jazz, mystérieux jazz, vedette jazz, ok jazz, bantou jazz, circule jazz, gna jazz, et tout ça. Vedette jazz. Et il y en a plein. Il y a des noms compliqués là-dedans que vous allez chercher. Parce que, mais pourquoi à l'époque? Mais parce que nous sommes dans la période où l'Afrique centrale est sous domination allemande. L'on pense que le meilleur moyen de pouvoir parler aux Noirs, c'est de leur donner des Noirs qui ont réussi. Et les modèles que l'on donne, ce sont des modèles noirs américains. Ça ne prend pas. Ça ne prend pas. Ça prend très mal. Parce que le jazz, ça ne leur dit pas beaucoup de choses par rapport à leurs attentes, leur rythme, leur culture et ainsi de suite. Jusqu'à l'arrivée de Armstrong à Kinshasa, au stade Tata Raphaël, dans sa grande tournée africaine, où Kabasele, du haut du stade Tata Raphaël, avec le tour, et Manu Dibango, parce que Manu Dibango vient avec Kabasele à partir de Bruxelles, Brazos est là, je vois qu'il hoche la tête, nous sort un morceau qui pour moi est, à mon avis,
un référentiel, parce que je suis un qualifié à 200%, Sachmo Okuka Lokole. Ah oui. Sachmo Okuka Lokole, Bart l'a réédité, je vous invite. Bien, absolument. Et donc, Armstrong entre par le tunnel porté sur une chaise à porteur. C'est une année après les troubles de 59. Il est porté parce que Kinshasa bouge. Et quand il rentre par le tunnel, du haut de la tribune, Kabasele entend CPLA. Donc, c'est bon. Donc là, pour le Cubain, nous sommes dans le son pregón, c'est-à-dire le cri. Le son pregón. Et après, vous avez un duo. Non, un trio, un échange à trois entre Tino Barroza, Lutula et Manu Dibango extraordinaire. Extraordinaire. Moi, j'en ai des fictions à chaque fois que je l'écoute. Sachmo Okuka Lokole. Bien. Lorsque Armstrong passe, mais Kabasele, il est installé dans la position légitime, le patron de la musique à Kinshasa. Il n'y a pas match, il n'y a plus match avec Kabasele. Parce que Kabasele est trop loin. Il est trop loin. Il est trop loin dans la capacité interprétative. Kabasele vous chante en italien. Il vous chante l'arme une chose. C'est O Sole Mio. N'est-ce pas? Il chante Madoudou est parti là-bas. C'est. Comment ça s'appelle? Non. Madoudou, c'est Tino aussi? Je crois. Non, Madoudou, ça doit être. Non, c'est Henri Salvador. Henri Salvador. Le bateau de Tahiti. Quand le soleil, avec les trémolos dans la voix. L'amore, c'est de l'italien. Una siama. Lolita. Oh, Lolita mia. Ça, c'est Kabasele, ça. Orfenegro, c'est la bande de son du film de Marcel Camus, Orfenegro. N'est-ce pas? Bien. Donc, mais Kabasele est aussi quelque part porté par un club de supporters. Excuse-moi, Oui. mon frère. Oui. Nous avons été contactés par Rue Ecclésia, Oui. qui voulait rencontrer Calais. Bien. Calais était déjà mort. Mais voilà. À cause de la chanson. Quelle chanson là Laquelle? Beaucoup, il y en a beaucoup. Dis-moi laquelle. Attends, là où il dit ma guitare. Pardon, ça va venir. Bon. Allez écouter cette chanson. Mais dites-moi, je vais vous dire. De Rue d'Ecclésia, chanté par Calais. Bon. Ah, C'est mon numéro. jour après jour, Jour après jour. Et il a chanté ça accompagné par les jeunes à l'époque. Pourquoi j'entends je pleure? Bon, mais vous avez derrière vous Bart. Vous lui avez demandé Ok, de mon retrouver frère. ce gars. Derrière vous, vous Mais il avez. était déjà mort. Bart, tu vois, ce sont des appels pour toi, ça. Je Ok, te dis, c'est pas possible. il faut nous sortir ça. Vous, à l'époque, Il faut nous rééditer ça. Bon, donc, quand Kabasele. Vous allez nous faire pleurer. C'est le but, c'est le but. C'est le but. Donc, quand Kabasele, après la table ronde, crée les éditions sur Boom African Jazz. C'est première édition sur Boom African Jazz. C'était créé par un Africain et je gouvernais par un Africain et tout. Le reste, on n'entre pas dans les détails, mais c'est un acte de pur nationalisme. Et il a la générosité d'ouvrir ses studios à son concurrent qui refuse de venir à table ronde, Franco. Les premières rumba au Demba de Franco sont enregistrées sous le label Surboom African Jazz. Donc là, je pense qu'on peut gagner du temps. Et par la suite, nous allons avoir une éclipse de Kabasele, l'arrivée de Rochero, il a été trahi, ainsi de suite. Mais encore une fois, la soirée n'est pas dédiée à Kabasele. Si on veut faire un colloque sur Kabasele, nous on est en train de préparer un bouquin sur lui. Moi, je voudrais apporter à ce bouquin une petite touche très importante, selon laquelle, pour moi, Kabasele est avec Esso, l'un des pionniers du style salsero en Afrique centrale. Partout ailleurs, après en Afrique occidentale, vous avez au Mali, Las Maravillas des Mali, au Sénégal, vous avez Baobab, vous avez eu Africando après, vous avez actuellement le groupe Kekele, vous avez Nyonias Pedro au Bénin, etc., etc. Bon, mais tout cela est parti d'où? Il est parti de l'African Team. L'African Team, c'était la Dream Team, ici à Paris, avec Esso, Manu Dibango, Don Gonzalo le Cubain, Kwame, Mujos, Casino, etc. Et ils nous ont laissé des classiques qui sont une écriture un peu hybride entre le canon de la rumba et les apports de la salsa avec la flûte traversière. Donc, je m'excuse d'avoir été un peu exhaustif. On va revenir dans le débat tout à l'heure. Je voudrais conclure sur un point. Ça ne sert à rien de se crisper sur une soi-disant pureté originale de la rumba. Le monde est monde parce qu'il est métissé.
et donc les sonorités circulent, les sonorités se marient les unes aux autres. Soyons fiers du métissage qui a conduit à ce genre musical qui aujourd'hui essaime jusqu'au Nigeria, l'afrobeat. Vous écoutez Davido, vous écoutez Flavor, vous écoutez partout. En Colombie, on nous reprend Indépendance Cha-Cha. Tabou Combo, Haïti a repris Indépendance Cha-Cha, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, la gémelléité, la parenté entre Kinshasa et Brazzaville, c'est notre boulot à nous maintenant, à l'UNESCO, de pouvoir pousser cela jusqu'au mois de décembre. Mais ce que nous faisons ici, mine de rien, même si nous prêchons des convertis à quelque chose qui peut demain contribuer à la victoire de cet élément. Je vous remercie. Bravo. Et je veux compléter ce que dit son Excellence. Il y a, pour faire la liaison avec ce que dit son Excellence,